sur la question de la constitutionnalisation des droits de solidarité. Et là, bien sûr, le titre, il est un peu bon, disons global, général, et cetera, mais on va voir que, je vais plutôt, m'orienter vers, justement l'analyse surtout de cette consécration constitutionnelle du droit à l'environnement. En fait, pourquoi? Ah ben, c'est évident en fait, parce que voilà, de par ma formation donc en matière environnementale, mais aussi, je considère qu'aujourd'hui le droit, à l'environnement, c'est un peu le droit le plus établi peut-être dans la liste des droits de la troisième génération. Donc, on va voir qu'il y a plusieurs autres droits, le droit à la paix, donc au développement. Il y a aussi le droit au patrimoine commun de l'humanité. C'est vrai que c'est des notions justement qui sont en cours de construction, mais on considère qu'aujourd'hui, l'environnement, le droit à l'environnement, c'est le droit qui a plus évolué justement en droit international, mais aussi en droit interne. Et bien sûr, je parle sous le contrôle de notre cher ami qui est un grand militant des droits de l'homme, mais aussi il est un grand spécialiste du droit de l'environnement. Alors, donc, en fait, il porte la double casquette, hein. Alors, donc, pour commencer, alors, c'est bon, ça marche? Ça marche pas? Pour je sais pas en fait. Monsieur. Non, 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 ça. Ah, c'est bon. Ouh là là, c'est pas très lisible. Bon, en tout cas, allez, donc le triomphe du discours justement international sur la protection des droits de l'homme a poussé justement plusieurs États à repenser un peu l'ancrage juridique de ce dispositif porteur à la fois de valeurs démocratiques, de liberté, d'égalité et de préservation de la dignité de la personne humaine. En établissant justement un statut constitutionnel à l'ensemble de ces droits, et notamment aux droits de solidarité, les pouvoirs publics témoignent leur volonté de consolider leur suprématie et leur prééminence incontestable au sein de tout l'ordre juridique. Alors cette perspective un peu de solidarité renvoie ainsi justement à toutes les formes de coopération, d'entraide justement entre les individus, les peuples et les États, afin de mieux protéger bien sûr les quatre composantes de cette génération, à savoir le droit à la paix, le droit au développement, le droit à un environnement sain et équilibré et le droit au patrimoine. Pardon, alors. L'émergence de ces nouveaux droits atteste de changements de modèle, de perception en fait de ce système qui évolue en intégrant et dépassant à la fois justement la dimension individuelle de la première génération et aussi la dimension collective donc de la deuxième. La solidarité constitue ainsi aujourd'hui une réponse nécessaire à l'apparition et l'aggravation surtout de problèmes causés par la domination menaçante de l'espèce humaine et l'interdépendance inéluctable entre survie de l'homme et préservation de son environnement. En fait, les problèmes environnementaux sont devenus au fil des ans des enjeux majeurs, justement, pour la civilisation planétaire, imposant justement un ensemble de solidarité, alors même que les réponses sont à peine adaptées, efficaces et globales. Le droit saisi justement par les questions environnementales est construit autour de la reconnaissance d'un droit fondamental de l'homme à jouir d'un environnement sain a été largement inspiré par le mouvement d'internationalisation de ces droits. Alors, la globalisation des questions d'environnement a permis justement d'ancrer ce droit dans le discours politique global, tout en l'intégrant bien sûr progressivement dans le dispositif juridique. Bon, je ne sais pas ce que c'est, hein. Ah, d'accord. Il faut que j'appuie. Oui. Alors, l'émergence donc de ces nouveaux droits, pardon, atteste du changement de modèle, justement de perception, on a dit. Et là, juste un peu, bon, et là, donc, au niveau international, donc, on a constaté justement que l'évolution la plus remarquable du droit à l'environnement, c'était au niveau des instruments internationaux. Et donc là, je vais citer deux grandes conférences internationales qui ont vraiment justement inséré le droit à l'environnement dans tout le dispositif. En tout cas, ils ont essayé
par des proclamations justement d'amener les États à les intégrer dans les ordres juridiques internes. Je parle bien sûr de la conférence de Stockholm qui a été tenue en 72 et qui a été la première justement à faire de la question environnementale une question primordiale dans l'ordre juridique international. Et là, je vais citer justement l'article premier, le principe premier plutôt, qui a fait la liaison directe avec justement la question des droits humains. Je cite alors, la liberté est un droit fondamental pour l'homme, l'égalité et des conditions de vie satisfaisantes aussi dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations actuelles et futures. Et donc, le lien a été déjà fait entre l'environnement et les droits humains. Ensuite, on a une grande conférence, celle de 92 de Rio, justement, qui a cette fois-ci, bien sûr, en fait, invoqué l'environnement, mais dans sa dimension relative au développement. Et donc là, il y a eu l'interaction entre développement et environnement, et on va voir qu'il y a eu l'apparition ensuite du concept du développement durable, qui est aujourd'hui, en fait, la clé de voûte donc de tout le droit international en la matière. Alors, cette conférence, bien sûr, elle a officialisé l'interaction, bien sûr, et il y a eu ensuite plusieurs autres conférences, je cite Johannesburg, Rio aussi, donc qui ont permis de renforcer tout ce dispositif. Donc, outre justement ces déclarations à valeur juridique contestable, parce qu'il s'agit quand même bien de simples déclarations, donc ils n'ont pas vraiment une valeur juridique obligatoire, c'est de la soft law un peu hein, en matière environnementale et on le comprend. Alors, on a eu ensuite de grandes conventions internationales qui sont venues justement pour vraiment consacrer cette intégration de la question environnementale. Et là, je cite quelques exemples, hein. Nous avons la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 72, qui a été préparée sous l'égide de l'UNESCO, qui est une grande convention qui a permis justement d'ancrer la question cette fois-ci donc de l'environnement culturel et naturel donc dans les différentes législations. Donc, la Convention sur les changements climatiques, 92, avec deux autres conventions qui ont été déjà prévues dans le cadre de Rio. Mais là, j'ai cité cette convention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les questions climatiques, ce sont les questions justement qui sont d'actualité, qui ont permis, et on va le voir, hein, qui ont permis à la fois au droit à l'environnement d'évoluer, mais ça a permis aussi d'occulter un peu le noyau dur du droit à l'environnement. Alors, dans le même contexte, et là, nous avons quand même une initiative qui était très importante, à savoir justement la proposition donc de pacte mondial sur l'environnement qui viendrait justement en fait euh, dans la continuité des deux pactes de 66, puisque vous savez que la troisième génération de droit donc a été construite vers la fin des années 70, donc elle n'a pas été prise en compte par les deux premiers pactes. Donc c'est une bien sûr proposition qui a été lancée en 2018 et là, normalement, le pacte, normalement, hein, selon les prévisions, il serait prêt peut-être en 2023, mais d'ici là, il y a eu juste une déclaration politique pour, en fait, aussi appeler la communauté internationale à mieux se saisir de ces questions. Alors, donc au niveau régional aussi, donc il y a une importante consécration au niveau de la Charte africaine des droits de l'homme. En fait, dès 81, et je cite, tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement, une disposition reprise par la Convention de Maputo, justement, de 2003 sur justement la conservation de la nature et qui a clairement énoncé le droit de tous les peuples à un environnement satisfaisant qui favorise le développement. Alors, bien sûr, la référence donc au droit à l'environnement a ensuite été reprise au niveau interne par les constitutions, plusieurs pays assurant justement une certaine transposition avec beaucoup de difficultés. Alors, la montée de la constitutionnalisation du droit à l'environnement a plus ou moins a commencé plutôt vers les années 70, mais surtout elle a connu son apogée vers les années 90 en Allemagne, Cameroun, Ghana, etc., poussé plusieurs étapes, notamment la Tunisie a rattrapé son retard en insérant explicitement ce droit dans la Constitution du 27 janvier 2014 et aussi celle du 25 juillet qui est un peu une transposition donc du dispositif de 2014. Alors, en effet, dès le début, l'histoire constitutionnelle de notre pays n'a pas
particulièrement évolué vers le sens de la consécration de ce droit, manifestant une certaine même résistance à l'évolution des droits de solidarité. Ainsi, la Constitution de 59 a timidement esquissé justement une ouverture à l'universalité des droits, mais c'est une consécration globale dans son article 5, comme a été dit tout à l'heure. De ce fait, le vrai tournant, justement, en matière de consécration du droit à l'environnement a été amorcé par la Constitution de 2014 qui a innové en redéfinissant l'ordre juridique et politique en vigueur à travers la consolidation d'un véritable droit constitutionnel de l'environnement, risquant pourtant une régression éventuelle, notamment au niveau du texte de 2022. Et donc, on commence un peu la première partie, donc qui, bien sûr, une partie qui va surtout analyser justement de l'esquisse d'une consolidation. Il y a eu affirmation du droit à l'environnement, reprise donc de ce droit dans la Constitution de 2014. Donc, il y a eu insertion de ce droit. Donc, et bien sûr, cette insertion était aussi le fruit d'un processus parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on a décidé d'insérer le droit à l'environnement. Il y a eu surtout une évolution législative parce qu'on a eu plusieurs textes à ce niveau. Là, je parle de la loi sur la création de l'Agence nationale de protection de l'environnement en 88, qui a déjà commencé à définir ce que c'est que l'environnement. Nous avons, par exemple, donc le décret de 93 portant création de la Commission du développement durable. Nous avons le Code de l'urbanisme. Nous avons la loi de 2007 sur la qualité de l'air. Donc, le dispositif législatif a déjà précédé justement la consécration donc de ce droit dans les constitutions. Alors, dès le préambule, bien sûr, nous avons la formule donc globale de l'attachement au principe universel et supérieur de ces droits. Ensuite, la Constitution de 2014 affirme la nécessité aussi de contribuer à la protection du milieu naturel et un environnement sain. Alors, énonciation aussi de la dimension intergénérationnelle de ce droit et son interaction avec la question des changements climatiques, nouvellement introduite, affirmant ainsi la dimension solidaire. Insertion aussi singularisée du droit à l'environnement dans les chapitres relatifs aux principes généraux et également dans le chapitre relatif aux droits et libertés. Donc, vous avez une double consécration. Donc, vous avez quand même les constituants étaient quand même très conscients de l'importance justement de constitutionnaliser ces droits. L'article 45 est très clair, donc je cite, l'État garantit le droit à l'environnement sain et équilibré et contribue à la protection du milieu. Et là, juste une petite remarque pour la protection du milieu. En fait, pour la traduction en langue arabe, c'est Salem et Mener. Donc là, il y a eu justement une rédaction maladroite un peu de l'article 45. La traduction était un peu maladroite. Donc, il incombe à l'État de fournir les moyens nécessaires à l'élimination. Et d'ailleurs, cette maladresse a été reprise dans la Constitution de 2022 aussi. Oui, alors, un conseil aussi du développement durable a été justement mis en place. Donc voilà, généralement, c'est la reconnaissance directe. Et là, nous avons ensuite une reconnaissance indirecte à travers d'autres droits qui font partie du droit à l'environnement ou bien d'autres principes qui alimentent le droit à l'environnement. Je cite bien sûr d'une manière globale le droit à l'eau. Aussi, c'est un élément fondamental, justement. Il est aussi inséré dans le chapitre droit et liberté. Et la formule, c'est le droit à l'eau. Alors que dans la Constitution de 2022, ce n'est plus un droit à l'eau, non, c'est vraiment c'est l'État qui a l'obligation, voilà. Déjà avec la formule de 2014, on a des difficultés parce qu'on avait quand même, en fait, vu qu'il s'agissait peut-être d'une formule assez tronquée, assez globale, donc il fallait un peu le préciser, mais avec voilà la Constitution de 2022, donc c'est un peu ça. Alors, voilà, l'article 44 de la Constitution annonce le droit à l'eau est garanti, il est du devoir de l'État, de la société, etc. Reprise déformée dans l'article 48 de la Constitution de 2022. On a aussi le droit au développement durable qui a été clairement consacré par le texte de 2014, aussi bien dans les choix insérés dans le préambule que dans le corps même de la Constitution. Il vient incontestablement renforcer le paramètre environnemental et social, donc avec la formulation de l'article 12 qui, je cite, prévoit que l'État agit en vue d'assurer la justice sociale, le développement durable et l'équilibre entre les régions. Cette fois-ci, je crois que
Le président, donc, il adorait la question du développement durable. D'ailleurs, oui, il occultait quand même un peu la question donc environnementale en faveur justement du développement. La question du développement, oui, peut-être, oui, dans le préambule, voilà, Tataou, c'est un peu ça, nous. Une attention particulière aussi a été portée à d'autres composants de l'environnement, exemple la protection du patrimoine culturel, donc au niveau de l'article 42. On parle également de la sécurité du climat, préambule et article 45 de la Constitution de 2014, ou l'exercice aussi de la souveraineté sur les ressources naturelles, objet de l'article 13, avec une jurisprudence très importante aussi, hein. Alors, donc tout en fait, ces, ces consécrations à la fois directes et indirectes du droit à l'environnement sont très importantes au niveau du texte de 2014, mais on a remarqué donc qu'il y a une certaine régression, justement. Je vais respecter la limite du temps, Madame la Présidente, sûr. Alors, au risque donc d'une régression après la consolidation donc de ces droits, ce droit-là, donc, nous avons des imprécisions dans le dispositif et ces imprécisions, en fait, caractérisent aussi bien la Constitution de 2014 que celle de 2022, bien sûr, avec une régression plus importante dans le texte de 2022. Alors, on a remarqué tout d'abord la généralité de certaines dispositions environnementales constitutionnalisées qui est de nature à rendre ce droit peu précis, un peu ambigu et ne permettant pas vraiment une invocabilité très intéressante. Les formules empruntées expriment soit, là j'emprunte en fait l'expression de Madame Jacqueline Morin de Villers, qui est une grande amie de la faculté, donc une grande spécialiste du droit de l'environnement, soit un lyrisme patriotique, empathique justement, ou expose des termes étrangers au langage de droit, comme l'a fait le préambule justement de la Constitution de 2022, on a plan à poursuivre sans embûche et sans récession, et là c'est vraiment exceptionnel, hein, dans un environnement sain qui accroît la splendeur de notre Tunisie dénommée la verte. Là, voilà, vous avez donc un préambule dans un registre qui est exceptionnel, donc qui est très original, pour ne pas dire autre chose. Alors, la variété des titulaires aussi de ce droit, donc, et les difficultés de leur donner une définition, parce que là, pour les droits de solidarité, donc, nous avons des titulaires très différents. Vous avez les individus, vous avez les peuples et vous avez aussi les générations futures. Et là, les générations futures, c'est vraiment un concept à définir. Donc, c'est pas très évident justement de trouver une présentation très détaillée de ce que c'est que les générations futures. Donc là, les titulaires sont très nombreux et voilà, la précision n'est pas toujours justement de mise. Alors, vous avez aussi les interdépendances avec le droit donc, du développement durable et avec le climat. Et bien sûr, Monsieur Wahid Faji est tout à fait d'accord avec moi pour noter normalement qu'il y a eu glissement quand même, hein. Voilà, il y a eu glissement de la question environnementale. On a l'impression qu'on est en train un peu d'occulter justement l'environnement. Donc, bien sûr, au profit du développement durable, qui est un droit, bien sûr, selon la définition proposée en 87, qui va respecter en fait trois composantes principales, à savoir le développement économique, l'équité sociale et la protection de l'environnement. Donc, on a un petit glissement vers ces concepts qui sont nouveaux, bien sûr, et qui sont vraiment, voilà, aujourd'hui très utilisés au niveau du jargon international. Le climat, bien sûr, le climat, c'est un peu, la problématique majeure aujourd'hui. Et donc là, il y a des difficultés justement de s'éloigner un peu de ce dispositif protecteur du droit de l'environnement au sens strict, comme le disait Monsieur Michel Prieur. Donc on parle du droit de la nature, surtout des pollutions, du paysage. Donc là, il y a des difficultés. L'imprécision aussi et l'accentuation des obligations mises à la charge de l'État nous informe sur la volonté d'encadrer l'exercice de ce droit de solidarité sans pour autant se prononcer sur la nature de l'obligation. S'agit-il d'une obligation de moyens, donc de résultats? Ça, c'est une grande question aussi. La limitation aussi de l'effet direct des dispositions environnementales constitutionnalisées par le renvoi au législateur, l'article 65 de la Constitution de 2014 repris aussi
à peu près à l'identique par l'article 75 de la Constitution de 2022. Donc là, les principes généraux du droit de l'environnement seront bien sûr entre les mains du législateur, plus ou moins. L'inexistence plutôt de droits procéduraux, justement, assurant l'effectivité de ce droit. Là, je parle dans l'exemple de l'accès à l'information, la participation, l'accès à la justice, alors que d'autres constitutions, je parle surtout de la Constitution française, ils ont réussi aussi à introduire par la Charte de l'environnement adossée à la Constitution française, un ensemble donc de ces droits-là. Bien sûr, je vais terminer avec un peu la fragilisation des garanties. Je crois que plusieurs personnes donc ont plus ou moins parlé de ça. Je parle bien sûr des instances constitutionnelles qui ont été prévues par l'article 125 dans la Constitution de 2014. Et ce qui nous intéresse dans ce cadre-là, c'est l'instance des droits de l'homme et surtout l'instance du développement durable et du droit des générations futures qui n'ont jamais vu le jour, malgré quand même le fait que l'instance justement du développement durable, on a déjà adopté justement une loi organique en 2019, donc qui allait bien sûr mettre en place cette instance-là. Malheureusement, c'était plus le cas. Alors l'insuffisance aussi du progrès dans le cadre de la justiciabilité, parce qu'il y a absence de la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est très important en matière d'effectivité des droits et des libertés. Ça concerne également et surtout aussi le droit à l'environnement et la proclamation générale essentielle du dispositif de garantie par l'article 49 qui a mis en place un véritable donc principe de non-régression, surtout en matière environnementale. Sa reformulation, malheureusement, dans l'article 55, laisse planer le doute justement concernant les éventuelles tentatives, cette fois, de régression, malheureusement. Je termine justement cette petite présentation par justement une citation de notre cher professeur Fateh Hamor, qui est toujours présent là parmi nous, qui était visionnaire à cette époque et qui disait justement, je cite, les droits de la troisième génération, ou certains d'entre eux, peuvent s'avérer beaucoup plus proclamatoires qu'opératoires. Cela n'enlève rien à leur charge normative, car ces droits, sans être des droits de portée différée, doivent composer avec le temps, car les changements réels ne peuvent pas se réaliser brutalement. Et merci pour tout.